J'ai mis des mois à attaquer ce chapitre. 6. J'ai écrit le mot viol à la fin du chapitre précédent. J'ai envoyé le début du livre à mon éditeur qui m'a dit « C'est super, continue ». Et je n'ai plus touché le fichier. Pendant 6 mois. La sortie de ce livre a dû être décalée en raison de ce blocage. Car c'était, concrètement, un blocage. Une incapacité mentale et physique absolue à m'y atteler. Une voix intérieure puissante qui me disait « Nope, pas maintenant. Tu ne parles pas du viol maintenant. » Pourtant, ça fait longtemps que je sais ce que je veux y dire. Je veux parler de mon vécu, des violences sexuelles, de ma propre expérience avec la justice, et surtout de l'évidence qui s'impose à moi. MeToo est un échec. Une mascarade. Il y a de la colère à contenir dans ce chapitre. Évidemment que j'ai retardé le moment d'y aller. Il me fallait comprendre d'où venait cette colère, et je devais, puisque c'est l'objet de cet essai, trouver une issue, un futur, à la question qui est au cœur du mouvement féministe contemporain, le viol. Quand ce livre sera publié, il se sera écoulé 5 ans depuis le début du mouvement MeToo, c'est-à-dire le déferlement dans l'espace public de centaines de milliers de témoignages de victimes de violences sexuelles et ou de viols. Comme beaucoup, ce mouvement, je l'ai vécu sur le plan intime avant de le vivre sur le plan politique. En tant que journaliste, je l'ai longtemps maintenu à distance, attendant 4 ans pour consacrer un volet entier de mon podcast à une série d'entretiens avec des lanceuses d'alerte ayant dit, moi aussi, dans l'espace médiatique, série sur laquelle s'appuient en partie les réflexions qui vont suivre. J'ai été frappée de sidération lorsque la vague a commencé à déferler. MeToo a fait bouger ce qu'on entendait par viol, et la mobilité de cette définition m'a remuée moi aussi. D'ailleurs, alors que je tape ces mots, je sens une drôle de nausée monter du creux de mon plexus. Ça respire mal. Cette émotion, je l'identifie, c'est la peur. Voilà. Commençons par là. Parler de viol et de violence sexuelle, c'est se saisir de l'insupportable objet qu'est la peur qu'on ressent quand on est une femme, ou perçue comme femme, dans l'espace public, l'espace de travail ou l'espace domestique. Ce truc qui ne nous lâche jamais. L'idée que notre corps est à la merci d'une forme de violence que la société ne nomme que depuis un temps pas si lointain. Dans quel état de guerre vivons-nous pour frôler les murs, baisser la tête, subir à longueur de vie la peur de rentrer, de sortir, de marcher, de flâner? Dans quel état de guerre vivons-nous pour nous barricader à tout âge derrière 3 verrous et un Judas? Dans quel état de guerre vivons-nous pour voir en tout homme le violeur en puissance? Écrivait la militante féministe Annie Cohen en 1976. À l'époque, les femmes étaient dépourvues face au viol qui existait dans les droits pénals, mais n'étaient reconnues que dans un nombre infime de cas. À tel point que la résistance armée est envisagée comme une solution plausible à la Valérie Solanas. Et puis, en 1978, a lieu le procès des 3 hommes qui avaient violé en réunion 2 jeunes femmes lesbiennes, belges, Anne Tonglet et Araceli Castellano. Grâce à l'action de leur avocate, Gisèle Halimi, ce procès fait changer la loi et les mentalités. La forte médiatisation de l'affaire et le soutien des militantes féministes fait comprendre au grand public et aux législateurs le caractère traumatique du viol. Il devient, à partir de 1980, un crime puni de 10 ans de prison. Puis 15, et défini par le Code civil tel qu'il est aujourd'hui, à quelques nuances près. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. MeToo est l'étape suivante. Le viol se retrouve simultanément partout dans le monde, au cœur de la conversation médiatique. Depuis 5 ans, les affaires se succèdent en une des journaux à un rythme soutenu. Peu à peu, on prend conscience du fait que tous les pans de la société sont concernés, que partout les femmes sont violées et ou agressées sexuellement,
dans les cabinets médicaux, dans les organisations militantes, dans les partis politiques, dans les entreprises de nettoyage, dans les clubs sportifs, à la campagne, en ville, dans les milieux riches, dans les milieux pauvres, chez les gens de gauche, chez les gens de droite. L'intuition que portent les féministes en elles depuis les années 70 se vérifie. Le viol a lieu partout et tout le temps. La puissance des réseaux sociaux et le volontarisme de certains médias, enfin surtout de certaines journalistes, ont permis de rendre visible la partie immergée de l'iceberg. Jusqu'ici, le seul viol qu'on se représentait, c'était la nuit, dans une ruelle sombre ou un parking, sous la menace des coups ou d'une arme. Un viol comme celui des 2 jeunes campeuses du procès de 1978, ou comme celui que Virginie Despentes décrit dans King Kong Theory en 2006. C'était un viol correspondant en tout point à la définition juridique de celui-ci, arraché par les féministes grâce au procès mythique évoqué plus haut. Avec MeToo, émerge une notion qui n'est inscrite nulle part dans le droit pénal français, celle de consentement sexuel. D'un coup, la frontière entre ce qui est un viol et un rapport sexuel consenti se trouble. On voit émerger la notion de zone grise. Apparaissent dans l'espace public des milliers de mots qui racontent des actes ne correspondant plus à l'imaginaire du viol la nuit sur un parking. On entend parler d'actes qui ne sont pas commis par violence, contrainte, menace ou surprise, mais laissent chez les victimes de profonds traumatismes. Ces 5 dernières années, j'ai lu et écouté des centaines de témoignages de violences sexuelles. Ça parle de votre corps, ça se niche dans votre chair, ça trifouille dans les souvenirs enfouis, rangés dans un coin de la mémoire pour ne pas raviver la nausée. Je vous disais que MeToo, je l'ai vécu sur le plan intime, avant de le comprendre sur le plan politique. Histoire qu'on en finisse, je vais vous le raconter, cet intime. Ça va nous permettre de reprendre le fil là où on l'avait laissé, à l'endroit de l'hétérosexualité. MeToo m'a fait réaliser que mon intronisation à l'hétérosexualité s'était faite par le viol. Elle est longue, la période de ma vie où le sexe a, la plupart du temps, été un peu pour faire plaisir, un peu forcé, un peu pas sûr. Mon surnom, quand j'étais ado, c'était Cynthia. J'en ai longtemps ri, mais plus j'avance en âge, plus je réalise que ça n'était pas un surnom très sympa. Il m'avait été attribué par une bande de garçons un peu plus âgés que moi. Ils avaient des scooters, des cheveux longs, buvaient des quantités déraisonnables de Cronenbourg le samedi soir autour d'une grande table de billard à laquelle j'étais fière d'être parfois conviée, même s'il m'arrivait de vomir sur cette table, tant on m'y faisait boire. Et fumer, dans une ambiance potache, c'était pour rigoler. J'avais 15 ans, à Orléans. C'était les prémices de ma vie amoureuse et sexuelle. On m'a affublée de ce surnom, j'imagine, parce qu'avec mes longs cheveux blonds et mes vêtements trop courts, c'était les années 90, les crop tops de l'époque n'avaient rien à envier à ceux d'aujourd'hui. Je leur évoquais les starlets de séries américaines dont les posters tapissaient nos chambres. On m'appelait Cynthia parce que, malgré mes origines provençalo-berrichonnes, j'avais des airs de pouffe californienne. On m'appelait Cynthia pour me transformer en objet sexuel. J'étais un peu bonne, donc un peu conne. D'ailleurs, à 16 ans, j'ai avorté. En bonne Cynthia, ça se savait. Je me souviens qu'à 18 ans, je passais une quantité hallucinante de mon temps à me demander comment prouver que je n'étais pas si stupide. Il y avait des blagues hilarantes sur les blondes à l'époque. Que dit une blonde en se réveillant le matin? Alors, vous êtes tous dans la même équipe? Lol. Je ne sais pas bien pourquoi je vous raconte tout ça. J'imagine que je cherche à vous expliquer que j'ai été assignée adolescente à la catégorie fille facile et que je n'ai jamais vraiment lutté. Il faut dire que cette assignation m'apportait des gratifications. Le droit de faire la fête avec les garçons, de me déplacer en ville à l'arrière d'un scooter, de m'asseoir autour du skatepark. Ça me fait plaisir de voir tant de jeunes filles skater aujourd'hui. De mon temps, la ségrégation genrée était drastique. Les garçons skataient, les filles regardaient. Ce statut a fait de moi, pendant longtemps, une grande godiche mal dans sa peau, plantée dans un coin du bar, sauf après 3 vodka pommes, là je dansais sur le bar, qui attendait désespérément que quelqu'un daigne sonder son âme. Et quand, vers 2 heures du matin, un garçon venait me dire qu'il percevait dans mes yeux une sorte de mélancolie, je ne disais pas vraiment non, pas vraiment oui non plus. Cette assignation qui a été faite de mon corps et de ma fonction sociale, aka l'hétérosexisme, m'a mis dans des situations catastrophiques un paquet de fois, devenu adulte.
J'étais incapable de savoir ou de formuler ce que je désirais. J'attendais d'être désirée. Jamais on ne m'a imposé d'actes sexuels au point que j'ai eu envie de m'enfuir, de lutter ou de crier. Mais souvent, je me suis laissée toucher, caresser, pénétrer, à des moments où j'étais trop saoule, trop triste, trop seule ou trop endormie pour exprimer mon consentement. Ces moments, je les ai trimballés avec moi pendant des années, comme un gros tas de gravier poisseux au fond de mon sac à dos de meuf. Et puis, à 35 ans, alors que tout ça me semblait loin, MeToo a déboulé. Et je me suis retrouvée un matin à me dire qu'en vrai, je pourrais crier MeToo pendant 6 heures. Ça donnerait même pas une idée du nombre de membres s'étant introduits en moi sans que j'en ai ressenti le désir, encore moins exprimé le souhait. MeToo n'a pas été un soulagement, plutôt un trauma à retardement. Le ravivement d'un dégoût de moi-même et d'une colère contre les hommes dont je n'avais pas conscience qu'elles sourdaient en moi. À quoi avais-je consenti? De quoi étais-je responsable? D'où venait cette nausée? Je sais que des milliers de femmes ont ressenti la même chose. Des femmes qui se sont dit tout bas « Mais bon Dieu, moi aussi ». Mais quelque chose en moi m'intimait de bien la fermer, un réflexe conditionné. MeToo est une ribambelle de moi aussi, parfois hurlée, bien souvent tue. Et puis un jour, j'ai lu un article qui m'a produit un autre effet. Plusieurs femmes y témoignaient des violences sexuelles que leur avait infligées un homme riche et puissant dont j'avais croisé la route. Elles étaient pour la plupart des consoeurs journalistes. Leurs témoignages m'ont bouleversée. Cette fois, le moi aussi, je l'ai dit tout haut. Et j'ai décidé de déposer auprès du commissaire de police chargé de l'enquête. Les faits étaient prescrits. L'événement datait d'il y a 17 ans. Je n'avais pour ma part pas été violée, ni agressée, juste harcelée. La déposition a pris 3 heures. On va au palais de justice, on attend, on entre dans un bureau, on s'assoit, on lâche son morceau, on déroule, on pleure un peu, on nous pose 3000 questions, on broie dans sa main son petit gobelet de café en carton, et on se demande ce qu'on fout là. On regarde le ciel par la fenêtre pendant que le policier tape lentement ce qu'on a à déposer. Drôle de terme quand on y pense. Déposer. Comme si on laissait le truc là, sur place. En résulte un long texte à la première personne qu'on signe. Et on repart. Mi-soulagé, mi-sidéré. Ça fait bizarre, 3 mois plus tard, de recevoir une lettre, à en-tête du ministère de la Justice, qui nous apprend que l'affaire est classée sans suite, et que par ailleurs, l'intéressé déclare ne pas avoir souvenir des faits rapportés. Comme si j'étais folle, que j'avais rêvé, ou affabulé. C'est là qu'on prend conscience de l'expression « parole contre parole ». Ça fait encore plus bizarre de lire ensuite « Patrick Poivre d'Arvor attaque en diffamation 16 des plaignantes ». Annonce faite par voie de presse en avril 2022. Ah, donc le mec dit qu'elle mente. Or, moi je sais qu'elle ne mente pas. Moi je sais qu'il m'a fait venir un soir sur le plateau du 20h, suite à une demande de stage, alors que j'avais 25 ans et que je sortais juste de mon école de journalisme, école dont il est diplômé. Je sais qu'il m'a fait conduire, après le JT, dans son bureau, dans les étages élevés de la tour TF1. Je sais qu'il a fermé la porte de ce petit espace à la lumière tamisée, dont les murs étaient tapissés de photos de lui, avant de me proposer un verre d'alcool, que j'ai refusé. Je sais qu'il m'a demandé, mielleux, si j'avais un petit ami. Et que lorsque méfiante, j'ai répondu que oui, c'était faux, il m'a demandé si j'étais fidèle. Je sais que j'ai eu peur, et que j'ai dit à nouveau oui, en fixant le verre d'eau. Je sais que presque aussitôt, il s'est relevé et a sèchement rouvert la porte, m'expliquant qu'il n'y avait aucun stage à pourvoir. Lorsque je me suis retrouvée en bas de la tour TF1, seule à la nuit tombée, je ressentais une inexplicable culpabilité. Je sais que ces femmes disent vrai, parce que cette scène que j'ai vécue, c'est exactement la scène que certaines d'entre elles ont racontée dans la presse. Et lui, il dit qu'elles mentent. Il le dit haut et fort, avec toute sa force, son argent, son influence. Et il va leur faire un procès. Il a porté plainte contre ses victimes. Votre cerveau devrait exploser à la lecture de cette phrase. Mais ça n'est pas le cas, parce que vous êtes habitué. Cela se passe toujours comme ça.
Hulot, Besson, Baupin, Zemmour, Darmanin, Cosby, Depp, Matzneff, etc. On pourrait écrire un livre entier sur ces hommes riches et puissants qui décident de maintenir effrontément que leurs victimes sont des menteuses, malgré les témoignages, malgré les enquêtes, malgré les expertises. Et à travers le réflexe de ces hommes, on assiste au spectacle de toute une société qui, à chaque fois qu'une femme dit « j'ai été victime de viol », on répond « en sommes-nous sûrs ? Y a-t-il vraiment eu violence, contrainte, menace ou surprise ?» MeToo m'épuise. Cela me glace de devoir l'écrire. Cela pourrait être mal interprété. On pourrait me confondre avec ces femmes rassemblées autour de Catherine Millet qui prétendent craindre que la libération de la parole ne donne naissance à une société puritaine. On pourrait croire que je vire un peu réac, un peu de droite, et qu'au fond, en bonne bourgeoise, je ne veux pas vraiment que ça change, parce que tout ça m'arrange. C'est exactement l'inverse. Si ce mouvement me désespère, c'est que j'attends en vain le moment où il fera basculer nos luttes vers un radical changement de société. MeToo est resté ce qu'il était à ses prémices. Un cercle de parole non mixte où les victimes trouvent un soulagement à déposer et, dans le meilleur des cas, un peu d'empathie et de solidarité. Au fond, c'est exactement ce qu'était le mouvement contre le viol dans les années 70, sauf que le cercle est plus large. Rapport aux moyens de communication qui ont changé. Je sais que beaucoup de celles qui ont parlé ont ressenti du soulagement à partager leurs mots avec des personnes ayant vécu les mêmes traumatismes. Mais elles n'ont pas obtenu grand-chose d'autre à part ce réconfort. C'est pour cela que le mot sororité a pris une telle ampleur ces 5 dernières années. C'est tout ce sur quoi nous avons pu compter. C'est aussi pour cela que très vite, l'une des phrases clés, répétée sur les réseaux sociaux et sur les murs des villes à travers les collages féministes, a été « Je te crois », comme une maigre consolation. Alors, bien sûr, il serait faux de dire que MeToo n'a rien changé. Dans les entreprises, dans les partis politiques, j'imagine qu'aujourd'hui les hommes font un peu gaffe. La perspective de voir son nom affiché sur Internet avec le hashtag MeToo en dessous en a probablement refroidi plus d'un. On a certainement échappé à pas mal de mains aux fesses, de dragues lourdes, de baisers volés. C'est vrai aujourd'hui, quand on parle avec des garçons et des filles de 20 à 30 ans, on voit bien que les pratiques sexuelles sont en train d'évoluer. De plus en plus de partenaires prennent le temps d'échanger sur les désirs, les limites de chacun, de chacune. La notion de consentement est plus ou moins intégrée. Le travail a été fait, par les féministes, de diffuser dans l'espace public une éducation sexuelle positive. Alors qu'elle devrait, je le répète, être traitée à l'école. Mais malgré une loi de 2001, on impose aux établissements scolaires de dispenser 3 cours d'éducation à la sexualité par an pendant les années de collège et de lycée. Une enquête de Nous Toutes a démontré, en septembre 2021, que les jeunes sortent du lycée en ayant reçu en moyenne 2,7 séances d'éducation à la sexualité contre les 21 garanties par la loi. Voilà donc le bilan. La vague impression que les hommes ont un peu plus peur et l'intuition que la nouvelle génération baise un peu plus respectueusement. C'est tout ce qu'on a. Maigre avancée, quand on sait à quel prix elles ont été obtenues. Au prix de la santé mentale des victimes. C'est là le pire aspect de MeToo. Dans cette histoire, les personnes qui ont été les plus disqualifiées sont les victimes. Un vrai délire. Dire le viol dans l'espace public, c'est se retrouver aussitôt prise dans une lessiveuse, une machine à broyer, à silencier, à ridiculiser, qui vous marque au fer rouge. Toutes les femmes ayant témoigné publiquement des violences sexuelles qu'elles avaient subies ont vu leur vie métamorphosée pour le pire. Je m'en suis rendu compte en échangeant dans mon podcast avec les plus grandes figures médiatiques du mouvement, qu'il s'agisse de Vanessa Springora, de Flavie Flament, de Sandrine Rousseau. Ces héroïnes sacrificielles qui sont allées prendre les coups en première ligne dans l'espoir de défraîchir la route ont été broyées. Ce choix a affecté durablement leur carrière, leur image, leur famille, leur santé, et aucun de leurs agresseurs n'a été condamné. Tu m'étonnes qu'on parle pas. Tu m'étonnes que l'immense majorité des femmes fassent partie de la team « On se débrouille ». Cette phrase prononcée par Christine Angot dans une émission de télévision en octobre 2017 avait causé la colère de beaucoup de féministes à l'époque. Pourtant, avec le temps, je la comprends.
Christine Angot a été violée par son père entre l'âge de 13 ans et de 23 ans. Elle l'a écrit dans plusieurs romans, le premier L'Inceste, datant de 1999. Il lui a fallu attendre Le Voyage dans l'Est, publié en 2021, pour être prise au sérieux. Avant, on qualifiait son récit de provocateur, voire de sulfureux. Ce soir d'octobre 2017, sur le plateau d'On n'est pas couché, elle a face à elle Sandrine Rousseau, qui présente son livre Parler, dans lequel elle encourage les femmes à dénoncer les violences sexuelles auprès de personnes formées à recueillir la parole, dans le but de porter plainte. Christine Angot ne l'entend pas de cette oreille. Elle se met en colère. Elle dit que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Qu'il n'y avait jamais, sur le quai de la gare où l'a déposé son père après l'avoir violée, un week-end durant, une Sandrine Rousseau, formée pour recueillir sa parole. Elle dit qu'on survit, même s'il faut taire le viol ou le transformer en littérature. Elle dit qu'on se débrouille avec les structures qui nous écrasent. Et elle a raison. On n'a souvent pas d'autre choix. Surtout si on est jeune, pauvre ou sans papier, surtout si on subit également le racisme ou l'homophobie. Surtout si l'homme en face de nous est riche, puissant, votre mari, votre patron, votre père. Oui, on se débrouille. La plus grande partie des femmes se débrouillent en 2022 exactement comme elles le faisaient en 1976 parce que toutes n'ont pas accès à une maison d'édition pour coucher leur récit à un endroit sécurisé comme je viens de le faire. Les femmes qui le peuvent cherchent à garder le contrôle sur leur témoignage parce que si la victime n'est pas une actrice, une éditrice, une journaliste, une élue ou une sportive, elle est à peu près sûre que l'endroit où sa parole va atterrir est un dépotoir géant. Qu'elle fasse un tweet, voilà une armée de trolls pour la traiter de menteuse. Qu'elle aille voir la police, voilà qu'on la sticote pendant 2 heures sur ce qu'elle portait exactement. Qu'elle se confie à une cellule d'écoute dans une entreprise, une association ou un parti politique, une polémique de 8 mois s'en suivra. Alors que l'accusé sera un homme blanc ou un homme racisé, selon qu'il sera de droite ou de gauche, vous verrez les institutions politiques s'entre-déchirer et les instrumentaliser, son témoignage pour obtenir ou éviter la mise à mort médiatique de leur ennemi ou allié. Pour peu que le gars soit un peu glamour, un peu télégénique, l'affaire sera médiatisée en force. TF1, Élise Lucet, Le Monde et Mediapart s'en empareront et boum, nous voilà en ligne directe avec le cercle de parole. Et je veux dire une chose qui risque de choquer. Malgré tout le respect que j'ai pour ces journalistes qui favorisent la libération de la parole, pour ma part, je n'en peux plus de ces récits de vagins pénétrés, de corps aplatis sur des bureaux, de cheveux tirés, de pénis dressés. Je ne clique plus sur ces vidéos qu'on me balance à coups de notifications racoleux sur mon écran de téléphone. Enquête exclusive, révélation. Je ne regarderai pas cette vidéo. Je ne veux plus voir les visages de ces femmes ravagées par la honte, contraintes de raconter encore et encore comment la personne qu'elle accuse de viol a effectué sur elle un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de répondre à la question « En sommes-nous sûrs ?» Il faut prouver que c'est vrai. Il faut prouver qu'elle n'est pas une menteuse. Alors elle doit raconter, encore et en détail. Mais sa honte est ma honte. Elle fait remonter la nausée dégueulasse. Au fond, se plier à l'exercice du récit du viol, c'est répondre à l'obstination scabreuse de la société à percevoir le viol comme un érotisme. Cela renvoie le viol au sexe. Or, le viol, c'est pas du sexe. Le viol, c'est du pouvoir. Oui, ce pouvoir exercé dans son écrasante majorité par des hommes, 96%. Certes, il apparaît dans la majorité des cas au sein d'une relation hétérosexuelle. Fun fact, 30% des viols sont des viols conjugaux, mais pas seulement. Les hommes violent, oui, cela ne fait aucun doute. Mais ce qu'échoue à prouver MeToo depuis 5 ans, c'est que le viol n'est pas une arme utilisée par les hommes contre les femmes. C'est un outil de dressage imposé par des dominants ou des dominantes sur des dominés. Lorsqu'un mari viole son épouse, c'est une façon de lui rappeler qu'il est le maître de la maison. Lorsqu'une femme ivre est violée dans une soirée par un homme, c'est une façon de lui rappeler qu'elle n'avait rien à foutre dehors la nuit. Lorsqu'une stagiaire est violée par son chef, c'est une façon de lui rappeler qui est le patron. Les femmes handicapées, plus que toutes les autres, sont en pro-viol. 4 femmes handicapées sur 5
ont été victimes de violences sexuelles selon l'Agence européenne pour les droits fondamentaux en 2014. On les viole pour leur rappeler que leurs corps sont dénués de toute valeur. Les femmes comme les hommes. On viole dans les guerres. À l'heure où j'écris ces lignes, des récits insoutenables nous arrivent d'Ukraine. On apprend que des milliers de femmes de tous âges sont maintenues prisonnières, violées quotidiennement par l'armée russe, puis tuées ou laissées pour mortes sur le sol de caves humides. On apprend que des hommes subissent également des tortures d'ordre sexuel, et des enfants, et des bébés. Le viol n'est pas une histoire d'homme contre femme, c'est une histoire de domination. Tant qu'on butera à ce mur, on n'en sortira pas. Il faut échapper à cette binarité. Il faut regarder le monde autrement, pencher la tête un peu, capter les transversalités, comme le féminisme nous apprend à le faire. Le viol est un ordre insidieux qui assoit la domination politique, économique et judiciaire de certains et certaines sur d'autres. Il pose dès les prémices de la vie la force et la violence comme les valeurs fondatrices du monde. C'est une mise au pas, une initiation. A-t-on vraiment pris conscience du fait que les grosses affaires liées au mouvement MeToo en France concernent tous les viols d'enfants ? Les victimes de Polanski étaient âgées de 9 à 15 ans. Vanessa Springora avait 14 ans lorsque Matt Neff l'a mise sous son emprise. Christine Angot, 13 ans, lorsque son père l'a bousillée. Flavie Flament, 13 ans, quand David Hamilton lui a volé sa vie. Sarah Abitbol, 13 ans, quand son entraîneur l'a violée. Je pourrais continuer à égrener les exemples sur plusieurs pages. Le viol survient dans tous les lieux où l'on encadre les gosses, dans les écoles, dans les clubs de sport, dans les colonies de vacances. C'est fou le temps qu'il a fallu pour qu'on comprenne que le viol d'enfants, commis depuis des siècles dans les institutions catholiques, avec la bénédiction, MDR, des évêques et des papes, ne relevait pas de la pédophilie, mais du viol. Pourtant, c'était sous notre nez. Les premières victimes du viol, ce sont les enfants. Les corps les plus soumis, les plus malléables, les plus privés de droits de la société. Il a fallu 4 ans pour qu'émerge en France MeToo Inceste. Des dizaines de milliers de messages sur les réseaux sociaux en quelques jours, favorisés par la publication du livre La Familia Grande de Camille Kouchner, en 2021, qui racontait comment, pendant des années, son frère jumeau adolescent avait été victime de violences sexuelles de la part de son beau-père, un homme riche et puissant. Cette conversation sur l'inceste, qui a timidement commencé à émerger grâce à MeToo, a révélé la quantité colossale d'hommes qui ont été des petits garçons violés. Selon l'OMS, le viol concerne une fille sur 5 et un garçon sur 13 dans le monde. Pour la première fois, alors que j'étais habituée à voir arriver dans ma boîte mail des messages adressés par des femmes, j'ai reçu des appels à l'aide émanant d'hommes. L'un d'entre eux, à 42 ans, prenait conscience du fait qu'il avait été victime de viol pendant toute son enfance de la part des prêtres orthodoxes auprès desquels ses parents l'envoyaient chaque année passer les vacances d'été. Un autre, de 28 ans, me disait être tétanisé à l'idée de révéler à sa famille que son cousin, de 8 ans de plus que lui avait imposé des fellations quand il avait 6 ou 7 ans. Il n'avait aucune preuve. Un troisième, père de famille, me remerciait. Ses filles lui avaient fait écouter un épisode de mon podcast et il y avait puisé le courage de leur parler des viols que lui avait infligés son père chaque nuit dans son lit d'enfant. La honte me maintenait silencieux, m'écrivait-il. Tout comme j'ai écrit « Les hommes violents », je vais écrire « Les hommes sont violés », le plus souvent pendant l'enfance et l'adolescence. Ou alors, parce qu'ils sont criminalisés, discriminés racialement ou religieusement. C'est peut-être la prise de conscience qui sera la plus difficile à engendrer dans une société où les hommes dominent, mais surtout doivent dominer. Pourtant, je sais que lorsqu'un homme me raconte le viol qu'il a subi, ses mains qui se tordent, cette voix qui se brise, c'est le trauma, c'est la haine de soi, c'est le déni. Ce sont les mêmes mécanismes que ceux qui silencient les femmes qui ont dit MeToo tout bas. Alors voilà, je pose là une idée qui, je le sais d'avance, risque de faire hurler. Pourtant, elle me semble être un élément clé pour construire le futur féministe que je souhaite voir venir. Il faut qu'on inclue les hommes dans ce satané cercle de parole qui se tient à huis clos depuis 50 ans. On l'a le tableau. On a compris. On voit bien en quoi peut consister un acte de pénétration exercé sous la violence, contrainte, menace ou surprise.
On comprend qu'il se produit partout, tout le temps, et qu'il laisse dans nos corps des traces indélébiles. Maintenant, on pourrait peut-être se mettre à parler du reste. Quand est-ce qu'on discute de ce qui permet à cet acte de se produire sans cesse malgré son interdiction ? Quand est-ce qu'on aborde les contextes, les dispositions sociales, les complicités, les facilitations, les silences qui l'entourent ? Nous devons parler avec tout le monde. Nous devons parler avec les hommes victimes de viols qui sont statistiquement plus susceptibles d'infliger des viols à leur tour une fois adultes. C'est par exemple le cas du rappeur R. Kelly. Nous devons aussi en parler avec les hommes qui agressent. Et je pèse mes mots. Je veux qu'on parle du viol avec les hommes qui violent. Vous avez remarqué comme les accusés disparaissent subitement du champ une fois qu'on les dénonce ? Vous avez des nouvelles de Denis Baupin depuis 2012 ? Vous l'avez lu, l'interview de PPDA où il donne ses explications ? Il est où l'entretien vérité de Polanski ? Et le récit du viol de Nafissatou Diallo par DSK ? Ces hommes ne s'expriment que par communiqué ou par avocat interposé. Et puis de toute façon, personne ne veut les entendre. C'est vrai qu'on les excommunie. C'est vrai qu'on les insulte. Ils perdent parfois des jobs et toujours des soutiens. Et encore une fois, je sais bien de quoi ça a l'air quand j'écris ça. On va me rétorquer que ce n'est pas vrai, que les violeurs ne sont pas cancel, que Polanski et Besson continuent à gagner de l'argent, à faire des films, etc. Mais il est indéniable qu'une forme de dialogue a été coupée entre eux suite à l'exposition médiatique de leurs actes présumés. Et qu'ils soient coupables ou non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. J'aurais tendance à dire qu'au contraire, ces gars, faudrait les asseoir bien confortablement sur un canapé, se mettre en face d'eux, et les asticoter pendant des heures avec l'histoire rapportée par leurs victimes. Je crois qu'il faudrait faire lire les témoignages à voix haute, les faire répondre point par point, et s'assurer qu'ils tendent bien l'oreille, parce qu'on a 2 ou 3 choses à leur faire rentrer dans le crâne. Il faudrait qu'on prenne ce temps-là, parce que les violeurs, ça n'existe pas. Il n'y a pas une catégorie d'êtres humains qu'on pourrait qualifier d'agresseurs. Les personnes qu'on accuse de viol sont des personnes, ce sont des pères, des frères, des potes, des mères, des sœurs aussi. Demain, ce sera peut-être moi, peut-être vous. Qui peut se targuer d'avoir toujours eu un comportement exempt de violence ? Qui peut promettre que jamais dans sa vie, il n'a abusé ou n'abusera, volontairement ou non, de la faiblesse d'autrui ? Un tel acte s'inscrit toujours dans un réseau d'interactions humaines qui rend la situation plus complexe qu'elle ne le semble quand on crée un groupe de personnes qu'on appelle les prédateurs. D'ailleurs, qu'est-on censé faire quand un proche est accusé de viol, de harcèlement ou d'agression sexuelle ? Le unfollow ? Lui tourner le dos ? Effacer son numéro ? Nous sommes nombreuses à avoir été confrontées à ce cas de figure ces dernières années. Je l'ai été. Je connais beaucoup de femmes au sein du mouvement féministe qui ont reçu un jour un DM ou un mail disant « Cet homme que tu côtoies a agressé, harcelé ou violé ». Et à chaque fois, nous sommes désemparés. On est tétanisé à l'idée d'être associé à ces actes et souvent c'est ce qu'on fait. On bloque le numéro, on coupe les ponts. Pourtant, il me semble que cet homme, on ferait mieux justement d'aller le voir, de lui expliquer ce qu'on sait du viol, ce qu'on comprend de ton attitude, lui glisser des pistes pour réparer sa victime, pour changer, pour évoluer. Et puis vous savez pas quoi ? Il me semble qu'il est aussi de notre devoir de s'assurer que sa santé va bien, parce que, coupable ou non, il se prend dans la figure quelque chose qui fait mal. Un agresseur reste un humain qui souffre, surtout si l'accusation s'entremêle à de la violence raciste ou classiste, surtout s'il a lui-même été victime, surtout si sa santé mentale est fragile. Et les injonctions à la masculinité produisent tout cela à foison, croyez-en les chercheuses féministes. Et là je vous entends arriver au galop, mais c'est le rôle de la justice de faire ça. Très bien. Alors faisons le point sur la façon dont la justice lutte contre le viol. Le viol est un crime depuis 1980. Il est puni d'une peine de prison de 15 ans. 1% des auteurs de viol finissent en prison. Voilà. Relisez ces 2 phrases calmement. La démonstration est faite. Je viens de vous prouver que la répression pénale n'avait aucun pouvoir de dissuader qui que ce soit de violer. Or, la dissuasion est l'une des raisons principales pour lesquelles existent les peines de prison. Les crimes sont punis de prison dans les lois parce qu'on espère
que les criminels renonceront à leurs crimes de peur de finir sous les barreaux. Clairement, ça ne marche pas. Un viol est impuni dans les 99% des cas. D'abord, dans 90% des cas, les victimes préfèrent ne pas porter plainte, parce que l'agresseur fait partie de leurs proches, ou parce qu'elles craignent l'accueil que la police va leur réserver ou le coût du parcours judiciaire. Quant aux 10% restants, elles verront. Dans 73% des cas, leur dossier sera classé sans suite. Dans le petit pourcentage demeurant, une majorité des cas aboutira au non-lieu. Madame, désolée, votre viol n'a pas eu lieu. Ce qu'il reste, c'est donc 1%. Sur 23 000 viols commis en France chaque année, ce chiffre est une estimation basse, basée uniquement sur les viols signalés. On se retrouve au final avec 200 auteurs de viols incarcérés. Alors oui, c'est vrai, le producteur Harvey Weinstein a été condamné à une peine de 23 ans de prison pour un viol, reconnu par un tribunal de New York, et encourt à l'heure actuelle plus de 140 ans de prison dans le cadre d'un autre procès à venir en Californie. Mais Weinstein est l'arbre qui cache la forêt. Et surtout, Weinstein, pour le faire tomber, il a fallu que des actrices d'Hollywood multimillionnaires s'allient et que 2 journalistes du New York Times bossent sur le sujet à temps plein pendant 1 an. Le système police-justice ne peut pas aboutir à tel résultat, a fortiori quand la plaignante est une simple citoyenne et pas Gwyneth Paltrow. On trouve en France quelques contre-exemples comme l'ancien maire de Dravel, Georges Tron, qui a été condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes pour viol. Mais la pénalisation croissante des violences sexuelles ces dernières décennies a surtout été utilisée à des fins de contrôle social des populations d'hommes les plus pauvres. Rappelons qu'en France, sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, un nouveau délit a été créé par la loi, celui de harcèlement de rue. La loi Schiappa n'est qu'une mesure cosmétique visant à faire croire que le seul lieu où les femmes sont en danger, ce sont les rues des quartiers populaires, comme si les véritables prédateurs étaient les hommes pauvres et racisés, alors qu'on sait très bien que le harcèlement se produit absolument partout, y compris dans les ministères. Et tout cela, ça fait longtemps que des féministes le disent. Enfin, une partie d'entre elles. Depuis les années 70, se développe principalement dans les pays anglo-saxons un mouvement féministe anticarcéral qui s'oppose à la criminalisation et à la pénalisation du viol, ce qui semble bien antinomique à première vue. Pas vrai? Pourtant, vous avez bien lu. Il y a des féministes qui se battent contre le fait qu'on mette les violeurs en prison. Et je pense qu'elles ont la clé.